Ouais, donc je vous préviens qu'on va enregistrer cet échange pour que d'autres aussi qui peuvent pas être là aujourd'hui puissent bénéficier des conseils qu'on va donner ce soir et puis des conseils que vous allez nous donner aussi. Puis même pour ceux qui auraient peut-être une obligation là, qui sont avec nous pour l'instant et puis qui vont devoir aller manger ou autre. Comme ça, vous aurez quand même la fin du replay, vous en faites pas. C'est ça. Il y a encore un petit peu de monde qui arrive. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il y a pas mal de monde qui arrive. Je reconnais quelques personnes de mon réseau sur LinkedIn, notamment Clément Foulon, avec qui on a déjà parlé par message, je crois. Super. Bon, est-ce qu'on commence? Oui, on peut, je pense. On peut commencer. Hop. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, moi je le vois en tout cas. Oui, c'est bon, on voit bien. Parfait. C'est parti. Bienvenue pour ce webinaire qui est la deuxième session. Comment créer un CV efficace. D'ailleurs, je vois que je n'ai pas pensé à changer la date sur la présentation, donc je m'en excuse. Est-ce que tout le monde peut couper son micro quand on ne parle pas? Parce que là, j'entends un écho. Donc, ce sera parfait, merci. Hop, c'est parti. Donc, Julie, si tu veux commencer par te présenter. Du coup, je m'appelle Julie Lagneau. Donc, peut-être que certains d'entre vous me connaissent un peu via LinkedIn parce que je suis assez active, je poste régulièrement. Donc, moi, j'ai un DSCG, c'est le Master Expertise Comptable. Donc, maintenant, je suis salariée à plein temps. Et donc, justement, là, je change de cabinet. Donc, peut-être que ça pourrait être l'occasion aussi, Audrey, de faire un autre live, peut-être sur l'importance des réseaux sociaux et notamment LinkedIn, parce que moi, j'ai été démarchée par mon nouveau cabinet, du coup, sur LinkedIn. Donc, c'est un réseau social qui est quand même à prendre en compte pour vos recherches, que ce soit de job, de stage ou d'alternance, etc. Donc, sinon, je suis fondatrice du blog des étudiants en compta. Donc, c'est un blog qui aide du coup, les étudiants de ma filière à réussir leurs études. Et donc, je suis également community manager de l'Association nationale des experts comptables stagiaires pour la région Bretagne. Voilà. Donc, tu fais plein de choses. Oui. Hyper active. Moi, je m'appelle Audrey, je suis la cofondatrice de Lama Compta. Donc, Lama Compta, c'est un site d'emploi dédié à l'expertise comptable. Donc, en effet, il y a LinkedIn pour trouver un emploi et puis il y a aussi Lama Compta. Faut aller sur les deux et trouver le cabinet qui vous correspond. Yes, que je pense que ça peut être, du coup, peut-être qu'on peut éventuellement trouver une entreprise sur Lama Compta et puis contacter les dirigeants ou les personnes en charge des ressources humaines sur LinkedIn, par exemple, ça peut être un bon canal pour pour faire un premier contact. C'est ça. C'est vrai que c'est toujours bien d'utiliser le multicanal. Si vous postulez sur un site d'emploi, pourquoi pas ajouter les personnes sur LinkedIn à côté en disant que vous avez postulé et que vous vous intéressez à l'entreprise. C'est clair. Donc du coup, de quoi on va parler ce soir. Je pense que tout le monde est un peu au courant. C'est pour ça qu'on est là. Donc c'est pour parler du CV. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer chaque aspect du CV pour vous donner des conseils en fait pour chaque partie, pour vraiment avoir un CV du feu de Dieu. Donc, du coup, de quoi on va parler? On va parler de la photo, de l'intitulé de poste. Donc, ce qu'on appelle l'intitulé de poste, c'est là, par exemple, dans ce cas-là, c'est collaboratrice comptable. Du texte descriptif, donc là, ça correspond au petit paragraphe qui suit. Des savoir-faire, donc là, c'est le petit paragraphe compétences, expérience pro et parcours de formation, ça, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Maîtrise des logiciels aussi. Les savoir-être qui sont pas forcément sur tous les CV, mais qui peuvent être intéressants, notamment quand on a peu d'expérience
professionnel et puis pareil, un parcours peut-être scolaire un peu classique, j'ai envie de dire, ça peut permettre de bien se démarquer, tout comme les hobbies. Et donc, vous avez la possibilité aussi d'ajouter, pourquoi pas, une petite rubrique contact. Donc, on va commencer notre histoire avec le CV de Jason. On va suivre Jason sur sa recherche d'emploi. Donc, comme vous le voyez, c'est le CV de Jason actuellement. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. En tout cas, moi, ce que je remarque sur ce CV, c'est que j'ai un peu de mal. Alors, il faut savoir que le CV de Jason est à droite, hein, à gauche, c'est juste la photo pour que vous puissiez vous projeter. C'est difficile de savoir qui est Jason à travers ce CV. Donc, on va voir comment on peut l'aider pour avoir un CV, comme tu dis, Julie, du feu de Dieu. Du coup, ça commence par la photo. Du coup, on sait qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être ne pas en mettre ou qui ont eu pour conseil de ne pas en mettre. Nous, c'est vrai qu'avec Audrey, on conseille quand même d'en mettre un parce qu'il faut savoir que le CV, c'est quand même en général la première prise de contact que vous avez avec potentiellement le recruteur. Et de mettre une photo, ça peut quand même contribuer à donner une image, on va dire, un peu plus humaine d'un bout de papier ou d'un PDF qui ouvre sur son ordinateur. Donc, nous, on conseillerait plutôt de le faire. Après, c'est à vous aussi de faire le choix qui vous correspond. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise de mettre une photo, n'en mettez pas. C'est en aucun cas une obligation, mais on pense que ça peut être quand même quelque chose qu'il est bien de mettre. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais donc, quand on met une photo, si on décide d'en mettre une, c'est bien qu'elle soit top, on va dire, et qu'elle corresponde à certains critères pour ne pas que au final ça impacte négativement votre candidature, parce que comme je viens de le dire, normalement quand on met une photo, ça impacte plutôt positivement la candidature, mais si on fait certaines erreurs, ça peut être le cas contraire en fait. Donc là, ce qu'on vous a mis, c'est des exemples de photos avec ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, vous voyez par exemple sur la toute première, donc, qui est à gauche, le cadrage est pas terrible, et en plus on dirait qu'il est en soirée ou en vacances d'été, ça fait pas très professionnel. Bon, par contre, il sourit, c'est déjà un bon point. Et pareil, la lumière est pas tip top non plus. Sur la deuxième, c'est pareil, on est toujours dans un environnement plutôt de vacances avec des lunettes de soleil. Donc niveau professionnel, on peut repasser. Bon, il sourit toujours quand même, hein. En général, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup. Pour la troisième photo, là, cette fois-ci, il n'est pas de face non plus. Pareil, il est dans un canapé. C'est pas le cadrage idéal, on va dire. La photo du milieu, c'est une photo qui est rognée. Ça, c'est une photo que je vois souvent, moi, sur des CV, par exemple, qu'on m'envoie. C'est-à-dire que c'est des photos où vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous rognez en fait la personne. Donc déjà, c'est pas très sympa pour la personne à côté. Puis surtout, vous pouvez faire mieux, je pense, prendre une photo simplement de vous en fait, sans avoir un environnement qui soit inadéquat. Toujours le sourire qui est là. Par contre, sur la photo d'après, donc là, il sourit plus. Là, il a l'air d'être en forêt, donc pareil, c'est un peu mieux que les vacances et que les soirées, on va dire. Donc voilà. C'est la combien là? La sixième photo, elle est déjà un peu mieux, elle fait déjà un peu plus professionnelle. Maintenant, on va quand même privilégier un arrière-plan qui soit plutôt neutre, plutôt blanc, quand même pour pouvoir se mettre en valeur. Après, au niveau de la tenue, ça passe, hein. Après, la tenue, ça va aussi beaucoup dépendre de l'entreprise dans laquelle vous postulez, à savoir que je pense que la majorité des personnes qui assistent à ce webinaire sont plutôt dans le domaine de la comptabilité, audit, finance, contrôle de gestion, etc. Alors, la tenue, ça peut être un critère, notamment si vous voulez rentrer dans ce qu'on appelle des bigs, donc KPMG, EY, PwC et Deloitte, parce que dans des grands cabinets comme ça, on va dire que c'est plutôt costard cravate tous les jours. Maintenant, il faut voir dans quel type de cabinet vous voulez postuler. Si vous voulez postuler dans peut-être un cabinet qui n'est pas un big,
et qui va être plus ambiance familiale, etc. Enfin, moi, je pense que la majorité des cabinets n'ont pas forcément ce critère-là d'être en costume cravate tous les jours. Après, souvent, ce qu'on demande, c'est quand il y a des rendez-vous clients de faire un petit effort, mais au quotidien, il n'y a pas forcément d'obligation. Donc, vous pouvez très bien prendre une photo en polo et ça va. En fait, il faut que ça réponde quand même au cabinet dans lequel vous postulez. Donc, on en parlera après de la personnalisation du CV. Mais du coup, imaginons que vous postuliez quand même dans des bigs, mais également dans d'autres cabinets qui sont un peu plus conviviaux, on va dire, etc. Peut-être que changer la photo, ça pourrait être intéressant, justement pour mieux correspondre à chacun des cabinets. Et donc, dans le cas d'un cabinet qui ne serait pas un big, vous pouvez totalement vous mettre en polo, par exemple, comme c'est le cas sur les photos d'après. Voilà, la lumière est correcte, ok. Et donc après, on passe à l'avant-dernière. Donc là, il y a quasiment que le sourire qui manque, qui était présent avant. Et le cadrage, du coup, je pense que c'est un peu trop près. Et puis après, bon, voilà, on arrive à la photo finale, la photo, on va dire, parfaite. Et donc, il n'y a plus que ça à vous de jouer maintenant pour faire une photo qui remplisse tous les critères, à savoir que je pense qu'on enverra aussi le diaporama à tous ceux qui se sont inscrits, Audrey. Oui, bien sûr. Voilà, donc vous aurez les critères, entre guillemets, avec les exemples pour pouvoir améliorer votre photo, parce que c'est vrai qu'on conseille de mettre une photo, mais si la photo est dans un environnement de soirée ou avec quelqu'un à côté qui est rogné, etc., ça ne fait pas du tout professionnel, donc ça peut vraiment vous porter préjudice, je pense, au niveau des candidatures. Toi, je ne sais pas, Audrey, si tu vois aussi comme moi beaucoup de photos un peu non pro, on va dire. Oui, oui, j'en vois souvent. Ce que tu disais justement, c'est si votre photo ne correspond pas aux critères qu'on a mis là, ne la mettez pas. Vous aurez raison de ne pas la mettre parce que ça peut aussi vous porter préjudice. Et ça marche aussi pour LinkedIn. On en parlait tout à l'heure, avoir une photo correcte sur LinkedIn, c'est aussi important que sur le CV. C'est ça. Bah, après, LinkedIn, c'est un peu votre CV en ligne, on va dire. Donc, Oui, c'est ça. Et c'est pas parce que vous envoyez votre CV que le recruteur va pas aller voir votre LinkedIn, hein. C'est un tout. Donc maintenant qu'on a choisi notre photo, il va falloir qu'on puisse choisir aussi notre intitulé de poste. Parce que oui, l'intitulé de poste va bouger en fonction de l'entreprise où vous allez postuler. Là, ce qu'on voit dans on a les do and don't. Ce que nous, on recommande de ne pas faire, c'est de faire votre liste de courses. Oui, vous êtes intéressé par l'expertise comptable, l'audit, le contrôle de gestion et la finance. Mais en fonction de l'entreprise où vous allez postuler, il va falloir choisir l'un des intitulés de poste, tout simplement. Et si c'est de la candidature spontanée ou si c'est votre CV que vous mettez sur LinkedIn, vous allez choisir l'intitulé qui vous correspond le mieux. Parce qu'en fait, les recruteurs, ils veulent pas forcément recruter quelqu'un qui veut tout faire. Ils veulent recruter quelqu'un qui correspond à leur poste, au poste qu'ils proposent. Ça marche également pour la partie, là je vois le DSCG, les DCG et DSCG. Le fait d'afficher ça dans l'intitulé de poste, c'est pas forcément une très bonne idée. Parce que DCG, c'est une formation, c'est pas un intitulé de poste. L'intitulé de poste, ça va être par exemple collaborateur comptable. Alors là, on l'a écrit avec bien trop de lettres qu'il n'en faut. C'était pour vous montrer aussi de faire très attention aux fautes, que ce soit dans l'intitulé de poste ou dans l'ensemble de votre CV et même dans le mail que vous allez envoyer avec votre CV. C'est important de bien se relire. Et puis le côté aussi recherche alternance, c'est pareil que DCG, c'est pas un intitulé de poste. Et j'ai aussi mis une case sans rien, parce que le fait de ne pas mettre d'intitulé de poste, là, on va pas savoir du tout ce que vous cherchez, donc ce serait dommage. Surtout dans les entreprises, dans les grandes entreprises, par exemple, qui ne seraient pas des cabinets où il y a, on va dire, plein de services, on ne va pas forcément savoir si vous postulez, à moins on va dire, de passer un peu plus de temps sur votre CV pour regarder en détail qu'est-ce que vous avez fait comme diplôme, comme stage, etc. On ne va pas forcément savoir de prime abord dans quel service vous postulez. Est-ce que vous postulez au service finance, contrôle de gestion, compta ou autre RH, etc. Donc, c'est quand même important à prendre en compte, et en sachant que bien souvent,
un diplôme, ça vous ouvre à plusieurs postes et c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas mettre le nom de votre diplôme parce que, bon, on va prendre l'exemple, là, on reste toujours dans le domaine de la comptabilité, etc. Mais avec un DCG, on peut faire du contrôle de gestion, de la finance, de la banque, de la fiscalité, on peut faire énormément de choses et c'est le cas pour la majorité des diplômes. C'est rare qu'un diplôme vous prépare à un métier en particulier. Et donc c'est pour ça qu'on vous conseille ça. C'est aussi le cas, certains qui mettent le nom de leur école, mais une école, ça peut préparer à plein de diplômes différents qui peuvent amener à plein de secteurs différents. Donc l'important, c'est vraiment de cibler. Et comment vous allez cibler, c'est déjà en regardant l'offre quand il y en a une et en reprenant en fait l'intitulé de poste qui est dans l'offre. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut changer son CV ou au moins modifier quelques petites choses à chaque fois qu'on postule. Parce que tu as raison, si l'intitulé de poste, c'est chef de mission, bah, on va éviter de mettre collaborateur comptable confirmé. On va mettre chef de mission directement. C'est pour être en cohérence avec le poste. Comme ça, quand ils voient votre CV, ils se disent « Oh, mais c'est exactement la personne que je cherche. » Quelle coïncidence! C'est ça. Donc, ça met toutes les chances de votre côté. Après, j'avais rajouté pour la partie, bien sûr, expertise comptable, le fait de dire collaborateur comptable en cabinet. C'est vrai que quand vous postulez, enfin, si vous postulez, par exemple, sur LinkedIn en candidature spontanée ou sur des sites d'emploi, et si vous postez votre CV, que vous le partagez, bah, c'est bien de préciser si vous voulez, par exemple, être en cabinet ou en entreprise ou en PME. Enfin, en gros, être le plus précis possible, c'est toujours bien pour avoir les meilleures opportunités. Et après, il y a d'autres façons de faire, bien sûr. Votre futur collaborateur comptable en alternance. Là, pour le coup, c'est intéressant. Si vous mettez l'intitulé de poste plus alternance, ça fonctionne. Ouais, et puis il y avait aussi l'effet, quand on met tous les domaines, là je reprends la première case, c'est que ça donne pas forcément envie aux recruteurs en fait, parce que déjà ils voient que forcément vous n'avez pas personnalisé par rapport à son entreprise, et puis ça fait un peu, en fait la personne elle est prête à prendre n'importe quoi, elle veut pas vraiment venir chez moi en fait, enfin, forcément ça donne pas envie quoi. Oui, c'est exactement ça. Il faut aussi quand même cibler en fait, je crois que c'est la comparaison qu'on avait faite la dernière fois. Imaginez que vous soyez sur Tinder et que quelqu'un dise je prends n'importe qui me vient sous la main. Enfin, ça donne pas envie en fait. Donc il faut s'adapter à qui on a en face de soi et bien du coup, on y reviendra plus tard, personnaliser son CV. Mais ça fait partie aussi de la personnalisation et de montrer aussi qu'on sait ce qu'on veut en quelque sorte. C'est ça. Bah, comme tu dis, l'analogie avec Tinder, elle est marrante. On n'a pas envie d'être n'importe qui pour la personne. Et les recruteurs, ils n'ont pas envie d'être n'importe qui pour vous. Ils ont envie d'être l'entreprise dans laquelle vous avez envie de postuler. Yes. Alors, du coup, le texte descriptif maintenant. Donc ça, après, il n'y en a pas forcément sur tous les CV. Je ne sais pas si pour toi, c'est plutôt un... Est-ce qu'il faut forcément en mettre un ou... Pour moi, c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va permettre aux recruteurs de savoir ce que vous cherchez exactement. Par exemple, si vous avez mis que vous recherchez une alternance, collaborateur comptable en alternance, en intitulé de poste, parce qu'il ne peut pas être trop long non plus. En dessous, vous allez avoir un texte qui va dire je cherche en alternance à partir de septembre. Bah, c'est exactement ce qui est marqué là, pour une durée d'1 an. Et vous pouvez personnaliser un petit peu plus le message. Après, je te laisse continuer, Julie, mais pour moi, c'est vraiment crucial. Ok. Donc là, en fait, pour les 2 premières cases qui sont à gauche, en fait, pourquoi on dit de ne pas mettre ce genre de texte descriptif? C'est en fait parce que, tout simplement, les informations, en fait, sont tellement intéressantes et pertinentes qu'en fait, il ne faut pas les mettre dans le texte descriptif. J'ai du mal avec ces mots. Il faut les mettre carrément dans l'intitulé de poste, en fait, comme on vous a montré tout à l'heure avec alternance. En fait, il faut que ça apparaisse en gros et que ce soit limite un des trucs qu'on voit en premier parce que c'est vraiment ce qui va caractériser votre recherche et c'est vraiment important de savoir si la personne cherche un stage, une alternance ou un job, un CDI, un CDD, un contrat d'intérim. Enfin, c'est vraiment ultra important puisque ça peut changer du tout au tout. Donc, en fait, pourquoi on dit de ne pas le mettre ici?
C'est simplement parce qu'il faut le mettre en fait dans l'intitulé de poste. Maintenant, on a le gros pavé là. Bon, je pense que tout le monde voit un peu pourquoi il ne faut pas faire ça. Déjà, c'est un gros pavé, ça donne pas envie de lire. À la limite, on aurait pu, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter, de mettre certains mots en gras. Pourquoi pas pour insister sur certains éléments. Là, il n'y a rien qui est en gras. Ça donne pas envie de lire, quoi. Et puis en plus, alors je sais plus qu'est-ce qu'il y avait mis exactement dedans. Là, on répète, par exemple, collaborateur comptable dans un cabinet à Bordeaux, etc. Ça, c'est des choses qui devraient vraiment être mises en évidence en gros et pas des éléments qu'on devrait aller chercher en fait dans un petit texte comme ça qui va pas forcément nous sauter aux yeux. Le fait que ce soit à Bordeaux, par exemple, ça doit vraiment être mis en évidence parce qu'il y a certains recruteurs qui reçoivent beaucoup de CV, etc. Donc, le fait c'est un peu comme ce qu'on disait avant avec CDI alternance, c'est tellement important la ville que en fait, faut pas que ça soit noyé dans toute une masse d'informations que en fait la personne ne va pas avoir envie de lire et au final va zapper cette information qui est quand même super importante. Donc c'est ça le risque en fait si vous faites un gros pavé, c'est que la personne ne s'attarde même pas dessus, quand bien même vous y auriez mis des informations qui sont ultra importantes. Moi, j'ai déjà vu pas mal de personnes quand je leur disais mets en évidence sur ton CV, par exemple, la ville, comme ici, on me disait oui, mais je l'ai déjà mise. Oui, mais tu l'as déjà mise, mais si en fait en 5 secondes, j'ai pas su voir quelle était la ville dans laquelle tu recherchais, quand bien même tu l'as mise dans le texte descriptif, c'est que c'est pas assez visible en fait. Et donc oui, tu l'as mis, mais mets-toi à la place du recruteur maintenant. On aura une petite vidéo à la fin pour que vous vous mettiez dans la peau d'un recruteur, justement, que vous vous rendiez compte de ça. Mais c'est que je pense que les recruteurs, ils passent 5 secondes par CV. En fait, ils en reçoivent tellement. Et du coup, ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher dans les détails. Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est à Nice? Est-ce que c'est à Rennes? Est-ce que c'est à Strasbourg? Enfin, il faut que l'information saute aux yeux, en fait. Et justement, le fait de faciliter la vie du recruteur, entre guillemets, c'est aussi inconsciemment un point positif pour votre candidature. Donc, évitez de faire des gros pâtés comme ça et voyez plutôt donc là la dernière case qu'on a mise en verte. Donc, en fait, il ne faut pas que ce soit trop long. Voilà. Donc là, par exemple, on a aussi rajouté donc rejoindre la sympathique équipe de nom du cabinet. Donc ça va rentrer aussi dans la personnalisation dont on vous parlait tout à l'heure. Le fait d'avoir justement modifié le nom en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, ça va permettre vraiment de lui donner envie, de vous rencontrer dans un premier temps, et ça montre que vous vous intéressez vraiment à son entreprise et que vous n'avez pas envoyé des dizaines, voire des centaines de CV dans l'espoir d'avoir une réponse. Et puis ça va permettre aussi, pourquoi pas dans cette description, de pouvoir évoquer une ou deux valeurs de l'entreprise, par exemple, que vous aurez trouvées sur son site internet, en disant je suis dynamique, si c'est une qualité qui mettent en avant sur leur site, par exemple, et comme ça, qui va permettre de montrer que vous correspondez parfaitement, que vous matchez, si on reste dans l'univers Tinder, que vous matchez parfaitement avec ce que eux recherchent, et eux ne vont pas forcément savoir que vous avez été choper l'info sur le site, mais c'est le jeu aussi, et ça permet ça veut dire que vous avez été quand même, quand bien même on pourrait dire, entre guillemets, c'est un peu de la triche, quoi, ça veut dire que vous êtes quand même, vous avez passé un peu de temps quand même à chercher sur cette entreprise, donc vous avez déjà eu une démarche d'aller vers eux, de chercher toutes ces informations, les valeurs qu'ils mettent en avant eux. Et donc maintenant, c'est à eux de faire un pas vers vous et puis de vous contacter pour un entretien. Ouais, c'est exactement ça. Pardon, je t'ai coupé? Non, t'inquiète. C'est bon. Je voulais juste ajouter aussi, c'est vrai que quand vous cherchez une alternance, un stage, de l'intérim par exemple, ou un CDD, c'est hyper important de le mettre dans l'intitulé de poste parce que c'est moins commun. Après, si c'est un CDI, je pense que c'est pas nécessaire forcément de le mettre parce que la plupart du temps, quand on postule, c'est en CDI, et si c'est pas en CDI, on le précise. Donc ça, c'est ce que j'ajouterais. Après, rien n'empêche de le mettre quand même. Et sur la version où on a mis
la petite coche verte. Pourquoi on n'a pas forcément mis la localisation? Tout simplement parce que on a mis le nom du cabinet, donc il n'y a pas besoin de mettre une localisation. Et encore pire, si vous mettez une localisation et que vous postulez à une autre localisation, là c'est la catastrophe. Par contre, pensez bien, si vous postulez à une entreprise qui a plusieurs implantations, précisez l'implantation à laquelle vous postulez. Parce qu'en effet, certains cabinets, certaines entreprises reçoivent beaucoup de CV et il faut que rapidement on puisse savoir ce que vous cherchez. Et c'est aussi pour ça, je crois, que tu conseilles de ne pas forcément mettre sa propre adresse, parce que des fois, ça peut porter à confusion. On peut habiter dans une ville, mais être mobile partout en France ou quelques villes aux alentours. Et donc, le fait de mettre son adresse, des fois, le recruteur peut se dire bah mince, il n'habite pas du tout ici. Est-ce que c'est bien dans cette ville-là qu'il veut postuler? Je crois que tu avais parlé de ça la dernière fois. Oui, tu as raison, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça parce que parfois le recruteur, même s'il aimerait ne pas avoir de préjugés, bah, il en a parfois quand même. Et s'il voit que vous habitez dans une ville et que vous cherchez, enfin que vous postulez dans sa ville qui est très très loin, là il va se dire mais comment cette personne va venir au travail et donc pour éviter toute confusion, soit vous mettez pas votre adresse, après généralement on met quand même la ville. Par contre, précisez que vous déménagez ou que vous êtes mobile sur tel endroit, ça va les rassurer. Il s'agit toujours de rassurer le recruteur pour montrer que vous êtes vraiment la personne parfaite. Et justement aussi, ça montre un signe de motivation aussi. Si vous dites que vous êtes prêt à déménager, entre guillemets, ou passer un séjour chez des amis ou chez de la famille, ça montre quand même une certaine motivation. C'est ça. Et éviter aussi, ça me fait penser, éviter à mettre mobile sur toute la France. Parce que, encore une fois, ça montre que vous pouvez aller partout. Et partout, enfin, aller partout, c'est aller nulle part. Donc, il vaut mieux être précis, quitte à dire à chaque CV, je cherche dans telle ville, même si chaque CV vous changez, c'est pas grave. C'est mieux d'être précis. Du coup, au niveau des expériences professionnelles, là, on voit à gauche, c'est le CV de base qu'on a vu au début de Jason. Il a mis ses 2 expériences, donc chez Lactalis et chez Deloitte. On comprend que c'est des stages, on ne sait pas la durée des stages, on ne sait pas ce qu'il a fait en stage, on ne sait rien en fait. Donc là, c'est difficile de se projeter avec lui, d'autant que apparemment il a fait que des stages, donc ce serait bien de savoir ce qu'il a fait. Et nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'être très précis et bien sûr de mettre dans l'ordre, alors inversé chronologique, hein. Vous commencez par l'expérience la plus récente pour aller vers les expériences les plus anciennes, en sélectionnant vos expériences en fonction de là où vous postulez. Et d'ailleurs, on peut aussi mettre du gras. Pas hésiter à, là, j'en ai pas mis, mais par exemple, s'il y a beaucoup de reporting dans l'offre d'emploi, bah, on va aller surligner reporting. L'idée, c'est que ça saute aux yeux. Donc ça, on peut le faire en mettant du gras. On précise aussi la localisation. Ça permet de savoir, enfin, c'est une information intéressante. Quel était l'intitulé du poste? Parce que même si vous êtes en stage, vous avez quand même un intitulé de poste et en stage, c'est pas un intitulé de poste, encore une fois. Et on a ajouté quand même quelques informations clés de ce qu'a fait Jason pendant ses expériences. Et puis, pour le fun, on a rajouté aussi les logos. Ça, c'est plutôt en termes de design, ça apporte une petite touche de couleur. Ouais. Et puis, je crois que pour les profils un peu plus expérimentés aussi, on conseille de, si vous pouvez donner une valeur, une estimation, par exemple, dire que vous avez géré tel nombre de dossiers, que vous avez travaillé que vous avez fait des comptes ou que vous avez été contrôleur de gestion pour des filiales de X millions de chiffre d'affaires, etc. Enfin, d'essayer d'ancrer ça avec des données réelles, entre guillemets. Après, ça, c'est plus pour les personnes qui sont plus expérimentées. Et d'ailleurs, je crois que tu avais des conseils pour les personnes qui étaient en reconversion professionnelle potentiellement. Je sais qu'il y en a pas mal dans le secteur justement de la comptabilité, etc. Comment on agence son CV, parce que là, on est dans le cas plutôt d'un débutant, on va dire, d'un étudiant qui n'a pas énormément d'expérience, donc il peut se permettre encore
de détailler autant, etc., ses expériences, mais en fait, des fois, pour des personnes, et notamment qui sont en reconversion, est-ce qu'il faut mettre toutes ces expériences, y compris celles qui ne sont pas dans le domaine d'activité, du coup, est-ce qu'il faut vraiment toutes les mettre? Comment on présente ça, du coup? Oui, bah, oui, tu as tout à fait répondu à la question. C'est une question qu'on avait eue la dernière fois et qui est super pertinente. On voit passer beaucoup de personnes, en reconversion, notamment, bah, souvent gestionnaires de paye et quand on voit le CV, on ne sait pas du tout qu'ils cherchent dans la gestion de paye. Pourquoi? Parce que souvent déjà, bon, ils ont pas mis l'intitulé de poste, pas non plus de petit texte descriptif pour dire qu'ils sont en reconversion et derrière il va falloir agencer vos expériences professionnelles, en fonction aussi de ce que vous voulez montrer. Bon, globalement, si vous êtes en reconversion, c'est que vous avez jamais fait le métier avant. Donc, on va pas pouvoir mettre l'intitulé de poste qui correspond, à l'offre d'emploi, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir mettre en avant dans chacune de vos expériences ce qui fait, les missions que vous avez eues et qui vont vous apporter des compétences que vous pourrez réutiliser dans votre nouveau poste. Donc là, c'est le moment de mettre en avant peut-être des compétences clés, alors, faudrait voir avec un exemple, mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Et également, dans certains cas, il peut être pertinent de mettre d'abord vos formations avant l'expérience professionnelle, même si c'est pas souvent le cas. Peut-être que dans ce cas, ça peut être pertinent. Ça, c'est vraiment en fonction de chaque expérience. En tout cas, quand on est en reconversion, il faut absolument le marquer en haut du CV pour qu'en 5 secondes, comme tu dis, Julie, on sache que vous êtes en reconversion. En fait, ça me fait penser à un CV que j'avais vu avec une personne qui travaillait dans la restauration, qui avait une photo avec une toque. Alors, c'était très sympa. Sauf que nous, quand on a reçu ce CV, on ne comprenait pas. Il y avait la photo avec la toque, que des expériences dans la restauration. Même pas, la personne n'avait même pas mis qu'elle faisait une formation en gestion de paye. Donc en fait, c'était impossible de savoir pourquoi elle postulait à ce poste. Et on lui a posé la question et la personne nous a dit qu'en effet, elle était en reconversion. Mais comme quoi, tout le monde ne va pas vous poser la question. Ils vont peut-être juste zapper votre CV et ce serait vraiment dommage. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que pour ce cas-là aussi, vous avez fait l'effort de le faire, mais ce ne sera pas forcément le cas à chaque fois. Donc, c'est pour ça que tous les conseils qu'on vous donne là aussi, c'est en partie pour, entre guillemets, faciliter la vie du recruteur, puisque faciliter comment il va percevoir votre CV, votre candidature, c'est aussi augmenter ses chances derrière de décrocher un entretien. C'est ça. C'est vrai que j'entends souvent ça, non, mais j'expliquerai tout ça à l'entretien. Mais déjà, il faut y aller à l'entretien. C'est ça qu'on veut avec le CV, le but, c'est de décrocher un entretien. Et après, on explique tout, en effet. Faut pas mettre trop de suspense dans le CV, on n'est pas réalisateur de film. Faut arriver déjà à se vendre par le CV, donc c'est pour ça que c'est pas forcément un exercice qui est facile et qu'on propose aussi ce webinaire-là, c'est que déjà avant de se vendre à l'entretien, il faut arriver, comme tu dis, à décrocher l'entretien et donc à se vendre via le CV, donc par écrit ou par ordinateur si c'est en PDF, et c'est pas forcément simple, donc voilà, appliquez nos conseils et vous décrocherez des entretiens. Je pense qu'on a eu pas mal de retours pour la première session qu'on avait faite de personnes qui ont réussi à décrocher des entretiens suite à notre webinaire. Donc, si c'est votre volonté aussi, appliquez nos conseils. C'est vrai que ça faisait très plaisir. Comme quoi ça marche. Et j'ajouterais juste une chose qui est importante, c'est que souvent on voit des CV où il y a des trous. Il y a des trous dans les dates. Déjà, on a du mal parfois à refaire la chronologie, donc c'est bien de mettre vraiment les dates concrètes. Et quand on voit que la personne n'a pas mis à jour son CV depuis 2015, on se dit, enfin même 2020, en fait, on se dit, qu'est-ce que la personne a fait pendant tout ce temps? Le recruteur, il va forcément se poser la question. Et c'est là souvent qu'on me répond, oui, mais je lui expliquerai en rendez-vous. Ça marchera pas. Donc, peu importe ce que vous avez fait pendant tout ce temps, si vous voulez pas montrer l'employeur que vous avez actuellement, par exemple, vous pouvez juste dire le type d'entreprise que c'est sans la nommer.
Ça se comprendra bien de la part des recruteurs. Et si vous avez fait quelque chose mais qui n'était pas forcément un travail, pas hésiter à mettre un mot là-dessus. Il y a pas de problème à ça. Il faut juste expliquer pourquoi il y a des trous dans le CV parce que ça peut être étonnant pour les recruteurs, en fait. Et ça leur donnera pas envie d'aller plus loin. Donc toujours rassurer. C'est quelque chose qui peut être mis peut-être dans la description en une phrase, si possible. Exactement. Oui, c'est quelque chose qui peut être mis directement à la description. Ok, alors maintenant le parcours scolaire, bon, ça reprend un peu l'idée du coup de ce qu'on a dit juste avant pour les expériences pro. Donc là, pareil, on va bien détailler au niveau du nom de l'école, des dates. On va mettre un peu les logos pour que ce soit plus visuel. Et notamment là, par exemple, dans son cas, vous voyez qu'il avait mis master, bachelor, mais dans quel domaine en fait, parce que c'est surtout le cas quand on est en école de commerce, il y a vraiment énormément de domaines en fait, donc il faut préciser quels étaient les domaines dans lesquels vous avez étudié, puisque ça pourrait aller de la RH au marketing, compta, finance, logistique, etc. Donc c'est d'autant plus important là de le préciser, mais même quand c'est une école je sais pas, sub de pub ou n'importe, où on se dit, bon, le recruteur va savoir, mais en fait, on ne sait jamais sur qui on va tomber, et peut-être que c'est un recruteur qui ne connaît pas du tout cette école, et donc dans ce cas-là, de mettre un peu ça peut être vos matières hein, que vous détaillez brièvement. Alors, si vous en avez 50, le but, c'est pas non plus de faire une liste de courses, mais au moins de reprendre celles qui sont les plus importantes pour que le recruteur comprenne bien ce que vous avez étudié du coup dans votre cursus. Donc pareil, mettre la ville, ça peut être bien surtout quand on est dans des facs, etc. Puisque on sait qu'en fonction des facs, il y en a peut-être certaines qui sont plus ou moins cotées que d'autres, donc ça peut être intéressant de préciser. Voilà, je ne sais plus si on avait d'autres choses à dire là-dessus. Moi, j'avais envie d'ajouter une chose. C'est de pas faire de contraction des mots. Par exemple, à gauche, on a mis DUT-GEA. Bon, après, tout le monde connaît peut-être le DUT-GEA, mais c'est bien de préciser gestion des entreprises et des administrations. Et surtout que dans certaines... D'ailleurs, je remarque que j'ai pas mis de majuscule à administration, et ça, il aurait fallu le faire. Je ferai la modification. Et ça, ça vaut pour toutes les études. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est un DUT-GEA. Donc, au cas où vous tombez sur un recruteur qui ne sait pas, faut le préciser. C'est bien. Ouais, et là, du coup, peut-être que tu aurais pu mettre aussi l'option, parce que je crois qu'il y a une option en deuxième année, donc je pense que c'était gestion finance qu'il a pris. Tu as Gestion tout à fait raison. Oui. Mais du coup, ça peut être intéressant, surtout dans ce cadre-là. Par exemple, vous voyez un DUT, donc il y a peut-être certaines personnes ici ce soir qui sont dans ce cas-là, avec un DUT GEA. Alors, je ne sais plus exactement quelles sont les options, mais c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir une option RH, une option donc, gestion finance. Il doit y avoir une ou deux autres options. Et en fait, en fonction de l'option que vous avez prise, ça va quand même donner un cap à votre candidature, surtout quand vous n'êtes pas arrivé au stade du master ou qui est censé être un peu plus spécialisant, on va dire. Quand vous avez qu'un DUT, c'est quand même bien de mettre l'option, voire même, je pense que si on est en première année, on pourrait dire l'option qu'on envisage de faire. Même si on n'est pas encore dedans, ça va déjà donner un premier axe à votre candidature. Oui. Oui, c'est vrai que si vous n'êtes pas encore dans votre future école, mettez-le quand même sur votre CV. C'est juste que vous allez mettre septembre 2021. Et c'est pas grave si vous n'y êtes pas encore. Au moins, on sait dans quelle école vous allez. Je vois dans le chat qu'il y a Philippe qui nous dit bonjour, on aura les slides ou un replay. Oui, il y aura les slides et le replay. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et Mehdi qui dit pouvons-nous indiquer juste l'adresse de l'offre? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que ça te parle, Julie? Je pense que s'ils postulent dans une entreprise à Bordeaux, de mettre à Bordeaux. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Oui. avec la localisation. Du coup, justement, en fait, c'est bien de mettre l'adresse, peut-être pas forcément l'adresse exacte, mais la ville, et même le mettre vraiment en évidence
dans votre intitulé de poste, en fait, parce que ça fait partie aussi de la personnalisation du CV. Et donc, ça contribue à ce que le recruteur se dise « Ah bah tiens, ça correspond bien à ce qu'on cherche ». C'est comme ça que je le comprends. Hein. Denis Mehdi, si c'était pas ça, on pourra y revenir après. Pas de réponse, bonne réponse. Du coup, les logiciels, compétences, ça... Ah non, mais c'est toi. Oui, t'inquiète pas. Au niveau des compétences, c'est vrai qu'on avait eu une grosse discussion là-dessus la dernière fois, parce que là, pour la slide, j'avais mis des jauges. On n'est pas du tout obligé de mettre des jauges. En tout cas, c'est quand même bien de préciser quelque part dans le CV les compétences. Surtout, c'est intéressant quand on a pas mal d'expérience et qu'on ne peut pas préciser, comme on montrait tout à l'heure, pour chaque expérience, de dire tout ce qu'on a fait. Donc, ce qui peut être pertinent quand on a beaucoup d'expérience pro, c'est de mettre les noms des expériences professionnelles avec les dates, etc. Et au-dessus, mettre toutes les compétences que l'on a. Alors là, j'ai mis des compétences comptabilité, finance, audit. Je pense qu'on peut un peu plus développer. Si on veut être assez précis, plus on sera précis et plus ce sera apprécié aussi par le recruteur. Après, ce qui est intéressant dans les jauges, c'est d'avoir des jauges remplies et des jauges bien moins remplies. C'est ce que tu disais la dernière fois, Julie, puisque vous allez montrer aussi les domaines qui vous intéressent, même si vous n'êtes pas encore des cadres du sujet. C'est assez intéressant de montrer aussi ce qui vous intéresse. Après, on a Oui, mis également... Oui. C'est pour dire que c'était pas forcément un point négatif si vous n'avez pas forcément justement de compétences encore, que ce soit par vos diplômes ou vos expériences là où vous souhaitez postuler, parce que c'est aussi ça rentre dans la motivation en fait de se dire que oui, j'ai pas énormément de connaissances, d'expérience dedans, mais je souhaite apprendre en fait, donc c'est forcément valorisant, peut-être même plus que quelqu'un qui mettrait bah voilà, je suis déjà un expert. Voilà, surtout bah, du coup, c'est quelque chose aussi que vous pouvez. Alors, bon, du coup, la description elle commence à être un peu longue si on met tout ce qu'on dit là, mais ça peut être aussi de dire voilà, que vous n'êtes pas un spécialiste, mais que ça vous intéresse et que vous souhaitez apprendre en fait. Parce que c'est vrai que si vous mettez juste la jauge vide comme ça, on va se dire bon, c'est bizarre, mais Faut en mettre un petit peu quand même. si, si vous précisez en une phrase que vous êtes intéressé pour apprendre dans ce domaine, en fait, je pense que c'est valorisé par le recruteur. Oui, exactement. Après, il y a la partie aussi logicielle, surtout en comptable. En fait, ça marche dans tous les métiers. Dans tous les métiers, on utilise des outils, des logiciels, que ce soit sur ordinateur ou pas d'ailleurs. Là, j'ai mis quelques exemples pour la compta. J'ai mis les logos aussi parce que je trouvais que c'était sympa. Bon, on n'est pas obligé. Pareil pour les jauges, c'est toujours la même chose. En tout cas, ça montre les logiciels que vous avez pu déjà utiliser. Et ça, c'est très reconnu par les recruteurs. Soit parce que vous allez avoir utilisé le même logiciel qu'ils utilisent en interne. Et dans ce cas, c'est top. Si vous ne l'avez pas utilisé, mais par contre, vous avez utilisé un logiciel qui est assez proche, c'est bien aussi. Et puis, ça montre le fait que vous avez pu avoir de l'expérience sur des outils, tout simplement. Ensuite, au niveau de la personnalité, parfois on parle aussi de soft skills, les compétences douces. Votre personnalité, elle est importante. La personnalité, ça s'apprend pas ou pas facilement. Donc le fait que vous ayez des qualités, faut les mettre en avant. Moi, j'ai mis par exemple en avant la curiosité. On parlait tout à l'heure de mettre dans les compétences que vous avez une appétence à apprendre. La curiosité, ça va très bien en face. Donc, ça permet que votre CV aussi soit extrêmement cohérent. Et puis, je trouvais que les emojis aussi avaient un côté visuel et sympa. Et on vous montrera d'ailleurs tout à l'heure comment faire un CV visuel très facilement pour ceux qui sont pas habitués. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter des choses là-dessus, Julie? Ouais, je voulais dire que du coup, pour la personnalité, faut pas mentir en fait, faut vraiment dire quels sont vos principaux traits de caractère, et surtout faut pas juste voilà les balancer comme ça. Faut bien avoir en tête que du coup potentiellement le recruteur va vous interroger
vous interroger entre guillemets, vous poser des questions sur ces traits-là, ou même on a souvent la célèbre question quelles sont vos qualités, vos défauts, qui peut être tournée de plusieurs façons. Mais du coup, l'idée, c'est que dans le cas où vous auriez une question de ce type-là, que vous redisiez forcément les traits qui étaient apparus dans votre CV et toujours avoir un exemple en tête. Donc, c'est pas forcément une expérience pro. Ça peut être une expérience perso, entre guillemets. Vous pouvez la tirer de vos hobbies. Je sais pas si gestion du stress, peut-être que vous êtes un sportif ou un joueur d'échecs, je sais pas. Ouais, ce serait plutôt pour réflexion, ça, je pense. Voilà, d'avoir en tête des petits exemples, même si c'est pas des expériences pro, de pouvoir montrer que c'est vrai et que c'est pas du baratin, pas juste dire je suis curieux, je suis patient, oui, mais en fait montre-nous que c'est le cas en fait. Voilà. C'est ça, toujours dans la preuve et le fait de rassurer le recruteur. Maintenant, on va parler des hobbies et engagements associatifs. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que c'est une partie aussi qui va permettre de montrer ce que vous êtes en dehors du travail et en dehors aussi de l'école. C'est ce qui va finalement différencier, si vous êtes dans une classe, par exemple, différencier votre CV des autres personnes qui sont dans votre classe. Là, j'ai mis quelques exemples. Ça me fait penser, je suis intervenue dans une classe pour parler justement du CV et j'ai une jeune qui me disait je regardais son CV et il n'y avait pas de partie hobbies ou engagement. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu fais des choses en dehors d'aller à l'école et de ton stage? Et elle m'a dit, bah oui, j'entraîne une équipe de basket. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis entraîneur de foot et il y a basketball. Donc, ne faites pas cette incohérence, surtout pas. Hein, ça, c'est les choses à ne pas faire. En tout cas, elle m'avait dit qu'elle manageait une équipe de basket. C'est clairement ça. Donc, c'est très important de le mettre en avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis. J'y apprends le management, la pédagogie et la responsabilisation. C'est l'épreuve dont tu parlais tout à l'heure, Julie. Oui. Être trésorier du BDE, ça c'est ce qu'on va retrouver aussi sur le CV de Jason. Le fait d'être trésorier du BDE, ça montre qu'il a pu gérer les comptes d'une association, qu'on lui a fait confiance, quelqu'un de fiable, qu'il a pu aussi organiser des événements. Donc il y a plein de choses qui en ressortent. Après, je te laisse Julie parler de ton expérience, toi, à l'annexe. Oui, donc moi, comme je l'ai dit dans la présentation, je suis community manager de l'annexe. Donc, même si je suis dans le domaine, on va dire, comptable, etc., ça peut démontrer des qualités de communication notamment. Et puis, potentiellement, pareil, l'organisation des événements, peut-être le côté créatif avec les visuels que je crée. Et puis, ce que je rajouterais aussi, c'est que du coup, là, on parle surtout de la vision où potentiellement on a des expériences, des hobbies et engagements associatifs qui sont antérieurs à notre recherche de job, de stage, etc. Parce que c'est souvent le cas, on fait du sport depuis longtemps, etc. Mais il faut aussi l'avoir en tête, en fait, quand vous êtes, par exemple, dans vos études, de vous dire tiens, en fait, si vous savez que vous n'avez pas pour l'instant énormément de hobbies, d'engagements associatifs, etc., que vous pourriez mettre en avant dans votre CV, ça peut être justement un élément à prendre en compte, de se dire, je sais que j'ai pas beaucoup de choses à dire, entre guillemets, sur tout ça. Et donc, d'y réfléchir et de saisir les occasions quand elles se présentent. Par exemple, je pense que, moi en tout cas, c'était le cas dans mon école, tout ce qui était BDE, etc., il n'y avait pas forcément full à se bousculer pour y être. Et pourtant, en fait, ça peut être quelque chose que vous gardez en tête, à vous dire, en fait, dès qu'il va y avoir, on va dire, une occasion qui va se présenter, en fait, de la saisir et justement pour pouvoir aussi la mettre en avant après. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Oui, exactement. Là, dans les exemples qu'on a montrés, du coup, entraîneur de foot, donc c'est plus sur la partie sport. Le BDE, c'est sur la partie études. Community manager de l'annexe, c'est sur la partie plutôt engagement professionnel, association professionnelle. Et il y a aussi plein d'autres associations dans lesquelles vous pouvez vous investir. Là, j'ai mis l'exemple de la Jeune Chambre économique, mais il y en a plein.
Et ça, c'est des expériences que vous pouvez mettre en avant et qui vont rendre votre CV d'autant plus intéressant. C'est ça. Et du coup, il y a Mehdi qui nous a répondu dans le chat pour préciser sa question. Donc, si l'offre d'emploi est à Paris ou à Bruxelles, et que je suis à Lyon, alors est-ce que je dois mettre mon adresse? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, c'est le mieux, c'est du coup de préciser que tu cherches à Paris ou à Bruxelles en fonction de l'offre, donc de personnaliser. Et du coup, tu peux mettre que tu habites à Lyon souvent, il y a vous mettez des petits logos ou dire au même endroit où vous dites que vous avez le permis, etc. Tu peux mettre que tu habites à Lyon, mais du coup, dans ce cas-là, dans le petit texte de présentation, tu diras j'habite à Lyon, mais je suis motivée pour aller sur Paris ou sur Bruxelles. Je cherche à Bruxelles, de vraiment en fait préciser que c'est ta volonté c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, pour pas que le recruteur voit que tu habites à Paris, que tu habites à Lyon, pardon, mais que tu cherches à Paris et que du coup, ils sachent pas si tu es disponible, si tu t'es trompé, si quoi qu'est-ce. Donc, voilà. Bah oui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent à tout et n'importe quoi, qui envoient leur CV partout sans regarder. Et du coup, les recruteurs sont vigilants à ça parce que parfois, ils prennent beaucoup de temps à regarder un CV, à contacter un candidat, alors qu'en fait, le candidat avait juste pas lu l'annonce. Et c'est assez frustrant. Donc c'est pour ça que le fait de préciser, alors sans mentir, ne mentez pas sur votre adresse, surtout pas. Par contre, si vous avez mis Lyon en effet dans la partie contact et que l'offre d'emploi est à Paris, comme tu dis, c'est bien dans la description de mettre que vous êtes mobile à Paris. Et éventuellement donner la raison. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'aller à Paris parce que c'est une ville que j'adore. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au niveau de la ville. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils recherchent dans toute la France et du coup, qui se disent je vais pas mettre de ville en fait sur mon CV parce que je recherche sur toute la France. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on disait plutôt quand on précise mobile sur toute la France, mais de ne pas le mettre, en fait, ça laisse le doute. Est-ce que la personne est mobile ou pas? Et donc, le fait de préciser la ville, ça écarte en fait ce problème qu'il peut y avoir. Donc, et ça rentre aussi dans ce qu'on dit dans notre fil conducteur avec Tinder, qu'il faut vraiment préciser ce que vous cherchez et pas en tout cas que le recruteur ne sente pas que vous êtes prêt à tout pour avoir un stage ou un job, même si c'est le cas, en fait, c'est forcément pas très attirant. Donc voilà, donc maintenant on fait un petit point rapide sur les basiques. Je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez, mais c'est bien de faire un rappel. Donc majoritairement maintenant, je pense qu'on envoie quand même des CV au format numérique. Donc privilégiez le format PDF avec un nom correct. Alors je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire par là. Ah oui, avec un nom correct, le nom du fichier en fait quand vous envoyez. Il faut que ça s'appelle CV, par exemple, Julie Lagneau, c'était mon CV et pas que ça s'appelle CV V3 ou des choses comme ça. Il faut qu'il y ait votre nom dans le nom du fichier et même, pourquoi pas, l'intitulé de poste pour vraiment être sûr d'où vous postulez. Parce que je crois que Audrey, c'est par exemple quelque chose que toi, tu vois souvent, des noms un peu farfelus. Oui, oui, ça arrive. On voit passer un peu de tout et tout type de format aussi, mais notamment beaucoup de Word. N'envoyez pas un Word. Vraiment, le PDF, c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous êtes sûr que votre interlocuteur va pouvoir le lire. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas ouvrir un Word. C'est rare, mais ça peut arriver. Etc. Oui. Et puis en plus, en fonction de la version, comme tu dis, tout votre CV, il peut être sans dessus-dessous. Hein. Donc ça, il faut y faire attention. Et le nom, ça marche aussi pour votre adresse mail. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler par la suite. Le fait de mettre une adresse mail, alors je ne sais pas, mais Kiki du 44, ça marche pas. C'est plutôt une adresse Julie.Lagneau.
Hein? C'est l'adresse de Jason Kitty du 44. Ah, non, pas du tout. Mais pour le coup, je crois que j'avais mis un exemple. Il faudra voir sur le tout premier CV. J'ai Oui. mis un exemple un peu nul et on voit que sur le CV à la fin, on a corrigé cette erreur. Ça, je pense qu'on en reparle peut-être dans la rubrique contact. Ouais, donc du coup, au format PDF, donc en fait, c'est tout simple, hein, normalement, quand vous êtes sur Word, vous faites enregistrer sous, et puis en fait, au lieu de laisser le format qu'on vous propose, vous mettez PDF, et oui, il s'enregistre en PDF, et ça fait vraiment, vraiment plus pro, du coup, et plus propre qu'un Word. Le CV tient sur une seule page. Moi, ce que je vois souvent en plus, c'est une ou deux phrases qui est sur la deuxième page. C'est vraiment pas visuel et puis c'est pas, on va dire, l'idée d'un CV. Normalement, c'est une page. Après, je crois que peut-être dans certains cas, on accepte 2 pages. Je sais plus. Oui, bah, c'est surtout, je crois, en Angleterre et puis aussi dans le cadre d'études scientifiques. Dans le cadre dans le cadre d'un poste scientifique de chercheur, là, on va chercher à avoir un CV le plus long possible puisqu'il va y avoir toutes les publications que vous avez faites. Mais en règle générale, dans les autres métiers, ça tient sur une page. Et encore très récemment, j'ai reçu un CV sur 2 pages et la personne disait je sais qu'il faut faire un CV en une page, mais je l'ai fait en 2 pages parce que j'avais pas le choix, j'ai fait trop d'expérience. Bon, déjà, la première chose, c'est pas la peine de m'expliquer pourquoi vous avez choisi de faire une page ou 2. Au pire, de toute façon, je vais bien le voir. Et en plus, tous les CV peuvent tenir en une page. Il s'agit de sélectionner l'info qu'on veut mettre en avant. Et oui, c'est super difficile. C'est super difficile. Parfois en écrivant un peu plus petit, mais que ça reste quand même lisible et en faisant aussi un agencement des infos. Normalement, ça marche bien. Moi, en tout cas, le CV que j'ai vu où la personne me disait ça tenait pas en une page, moi, je suis sûre que j'aurais pu le faire tenir en une page, sans enlever d'infos. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est très important. C'est ça, puis il faut rester aussi pertinent par rapport au poste auquel on postule, du coup, parce que si on a, je sais pas, une trentaine d'années et qu'on est encore en train de parler de ses stages pendant les études ou même il y en a certains qui mettent le brevet, etc., c'est pas forcément pertinent par rapport à ce que tu recherches aujourd'hui. Donc, il faut savoir s'adapter et pourquoi pas, si on a trop d'expérience, sélectionner celles qui sont les plus adéquates avec le poste. Donc, il y a indiqué ces dates de disponibilité aussi, notamment même quand vous êtes disponible en fait de suite, de le dire disponible immédiatement. Et du coup, c'est surtout aussi quand on cherche plutôt un poste pour le futur. Donc, ça, c'est souvent le cas dans des stages ou dans des alternances où on dit je cherche à partir de septembre 2021, par exemple. C'est bien de l'indiquer donc dans le texte descriptif. Je pense que c'est le mieux parce que ça fait trop lourd dans l'intitulé, mais il faut vraiment le dire en fait parce que quand on dit je cherche un stage, à partir de quand, pour combien de temps aussi, donc là c'est ce qu'on a mis tout en bas à droite, de préciser aussi la durée du coup quand c'est plutôt des postes de type stage alternance. Une autre erreur, c'est de mettre moi c'est ce que je vois beaucoup du coup, c'est des personnes qui mettent un intitulé, mais qui mettent l'intitulé de poste en petit et leur nom en gros. Alors il faut savoir que vous postulez avant tout à un poste, donc c'est ça qui va être le plus important. Le recruteur, j'ai envie de dire, il s'en fout si vous appelez Paul, Jacques ou Pierre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est à quel poste vous postulez, parce que a priori, vous n'êtes pas forcément des personnalités publiques, donc votre nom ne va pas forcément les attirer, en fait. C'est d'abord l'intitulé de poste, le petit texte dont on parle depuis tout à l'heure, qui va les attirer. Et là, il va regarder votre nom, il va regarder un peu plus en détail sur votre CV, mais c'est pas ça qui va l'attirer dans un premier temps, en fait. Voilà. Et puis, indiquer la région, ça, on l'a déjà dit. Et il y a des vrais plus qu'on voit sur très très peu de CV et qui font carrément la différence, notamment les références. Si vous avez un tout petit peu d'expérience professionnelle ou même un petit peu d'expérience enfin, vous avez fait quelques études, vous allez pouvoir
mettre en référence des personnes qui vous ont côtoyé au travail et qui vont pouvoir vous recommander. Donc, il faut leur demander, bien sûr, avant. Là, j'ai mis un exemple. Envie d'en savoir plus sur moi, donc c'est un tout petit encart. Envie d'en savoir plus, contactez Nathalie Moret, ma manager durant mon stage chez Deloitte, et vous mettez son adresse mail si elle est d'accord, ou le lien de son LinkedIn, par exemple, ce qui est un peu moins personnel. Bon, je ne sais pas s'il y a une Nathalie Moret chez Deloitte, mais en tout cas, c'est un faux nom hein, que j'ai inventé, donc n'allez pas la chercher. Ça, c'est un vrai plus parce que vous allez encore une fois rassurer le recruteur. Le recruteur, il va se dire, OK, cette personne n'a pas peur de me donner l'adresse mail de sa maître de stage. Donc déjà, c'est rassurant et ça va lui donner envie d'aller plus loin. Après, il y a aussi un gros sujet sur la personnalisation. Encore une fois, c'est vous rendre les plus désirables en fait pour l'entreprise, de montrer que vous voulez aller dans cette entreprise-là, même si vous avez fait plein de CV. C'est l'idée de la personnalisation de chaque CV. Donc, un exemple qui est assez simple à faire, votre CV, vous allez adapter la couleur du CV à la couleur de l'entreprise. C'est assez facile de retrouver avec le logo ou en regardant un peu le site, on voit quelle est la couleur dominante et on va la choisir pour le CV. Déjà, ça permet de pas faire d'erreur sur la couleur. Je me souviens que la dernière fois, on a eu un gros sujet sur de quelle couleur mettre mon CV. Donc là, comme ça, il n'y a plus de sujet. On va aussi pouvoir parler des valeurs de l'entreprise. Comme on disait tout à l'heure, dans le petit texte, glisser un ou deux mots qui montrent que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise et que vous partagez les mêmes valeurs. Et enfin, mettez en avant, ça on l'a dit en plus, mettez en avant vos compétences et expériences en fonction de l'offre d'emploi. Donc, stabilité numériquement ou mettez du gras. Ça permet de mettre en avant tout de suite les infos clés et quand on passe 5 secondes sur le CV, on sait exactement ce que vous cherchez et ce que vous valez aussi en face par rapport à ce que vous cherchez. Oui, tout à fait. Puis pour revenir un peu sur la personnalisation, donc, quand on vous annonce ça comme ça peut peut-être vous faire peur et vous dire bah oui, mais moi j'envoie des centaines de CV, donc je vais pas pouvoir personnaliser. Justement, en fait, le but aussi de ce webinaire, c'est de vous dire que nous, quand on voit ça avec Audrey, ça nous choque entre gros guillemets, c'est qu'en fait, il faut vraiment préférer la qualité à la quantité et vous verrez que votre taux de réponse, il va vraiment exploser si vous appliquez tout ce qui est personnalisation. On va le détailler un peu plus pour pouvoir vous aider justement à faire de beaux CV et que personnalisable, en fait, ça va pas vous prendre trop de temps, ça va vous prendre, je sais pas, 5 minutes, du coup, le temps de rechercher sur Internet, de changer les couleurs, etc. Mais vous allez vraiment décrocher beaucoup d'entretiens par rapport à une non-personnalisation. Et vraiment, le but, c'est pas si vous envoyez 100 CV, mais que vous avez une réponse pour un entretien, est-ce qu'il ne faut pas mieux passer un peu plus de temps, entre guillemets, en envoyer 20 et avoir 15 réponses, par exemple? Enfin, c'est tout l'enjeu aussi de ce webinaire, c'est de vous dire que vraiment la clé, en fait, pour décrocher des entretiens, c'est vraiment de personnaliser son CV. Et du coup, on va vous expliquer comment faire. Carrément, c'est exactement ça. Bah, tiens, on y vient. Oui, donc là, bon, on n'est pas encore vraiment dans la personnalisation par rapport à l'entreprise, mais déjà, on voit qu'il y a quand même un monde entre l'avant et l'après. Donc, vous voyez, avant, on est plutôt sur un CV Word, on a plein de petites erreurs, de petites incohérences, de petites maladresses, etc., qu'on a évoquées juste avant. Et puis, bon, on voit maintenant le CV qui est à droite. Ce qu'on aime bien dire avec Audrey, c'est quelle personne vous embauchez. Est-ce que vous embauchez celle de gauche ou celle de droite? Je pense que c'est celle de droite sans hésiter. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui sont adeptes de Word ici, qui se revendiquent. Et d'ailleurs, je vois du coup l'adresse mail JFBG44. Ah, il y avait 44. Ouais, il y avait le 44. Et alors que dans le nouveau CV, on voit jason.foisson@gmail.com. C'est quand même plus simple. Et en plus, ça permet aussi aux recruteurs de ne pas se tromper sur votre prénom quand il vous écrit un mail. Et puis c'est pour vous dire aussi qu'au final, vous voyez, avec un CV donc à gauche qui a l'air, il n'y a pas beaucoup d'expérience, il n'y a pas beaucoup de formation, etc., on peut quand même réussir à monter en fait un CV qui fait quand même beaucoup plus complet, etc., quand bien même on n'a pas énormément d'expérience en fait. Et justement, ça devient de plus en plus dur, comme tu disais, plus on a d'expérience, plus c'est difficile.
Donc, limite, profitez-en pour détailler un maximum ce que vous avez fait et puis pour que ça matche bien avec l'offre. Mm. Voilà. Donc là, on arrive vraiment à la personnalisation. Là, on a gardé notre CV de base. Voilà, il est bleu. On a un CV de base qu'on peut mettre sur LinkedIn, qu'on peut envoyer aussi, à des amis qui vont partager à d'autres entreprises sans personnaliser. Là, on ne peut pas le savoir. Par contre, si on sait à quelle entreprise on postule, eh ben, on prend 5 minutes, on change quelques couleurs. Là, vous voyez à gauche, on a un exemple avec Agori, qui est un cabinet d'expertise comptable, qui a 2 couleurs sur son logo, comme vous le voyez. Bon, on a remis les 2 couleurs dans le CV, ça nous a pas pris beaucoup de temps. Et on a aussi personnalisé le texte descriptif. Parce que je partage vos valeurs environnementales et que votre équipe semble bienveillante et dynamique. Donc là, on montre qu'on s'est renseigné un petit peu sur l'entreprise, même si on n'en dit pas plus. Mais on montre qu'on s'est renseigné. Je souhaite rejoindre l'équipe d'Agori Cessinet en tant que collaborateur comptable en alternance. Donc là, vous voyez, en plus, on a mis en valeur certains mots et on a reprécisé le nom du cabinet avec la localisation. Donc ça, c'est super important parce qu'ils ont plusieurs bureaux. Donc c'était important de le préciser. Et sur le deuxième exemple, je trouve ça très sympa d'ailleurs en orange comme ça. On a personnalisé à la couleur d'orange, donc vous connaissez tous le logo orange et la couleur, on reconnaît assez facilement. Sur le texte, on a mis après 2 expériences en stage, je souhaite rejoindre l'équipe vitaminée d'Orange Nantes. Donc voilà, il y a le côté vitaminé qui montre que vous ne l'avez pas envoyé à n'importe qui. Et c'est vrai que la dernière fois, tu m'avais dit, Julie, qu'on aurait pu éventuellement même avoir un t-shirt de couleur orange. Bon, là, faut y aller quand même dans la personnalisation. Ça demande de prendre plusieurs photos dans toutes les couleurs. Mais c'est une super idée. Si vous avez vraiment envie de trouver un poste dans une entreprise, pourquoi pas aller plus loin. Et d'ailleurs, au-delà de personnaliser son CV, vous pouvez aussi aller un peu plus loin en fonction du poste, du type de poste que vous cherchez. Pour l'expertise comptable, j'avais vu passer des CV sous format de bilan. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois aussi, mais ça, c'est assez intéressant. Nous, on y avait pensé d'ailleurs, comme on s'est dit, on pourrait faire un exemple, mais il y a des gens qui nous ont devancés. Et puis, si vous êtes, je ne sais pas si tout le monde est dans l'expertise comptable, mais si on est à la communication, par exemple, là, on va plutôt essayer de faire une vidéo ou un post réseaux sociaux pour montrer qu'on a envie, en plus du CV, de montrer vraiment qu'on a envie d'intégrer l'entreprise. Donc ça, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous faites habituellement cette personnalisation. En tout cas, moi, j'en vois très, très peu passer. Du coup, justement, c'est un moyen de vraiment se démarquer, parce que comme le dit Audrey, il y a très peu de personnes qui le font. Donc, en fait, à partir du moment où vous voyez, en fait, on va vous montrer après un outil pour faire des beaux CV, etc., échanger les couleurs rapidement. Mais vraiment, ça vous prend 5 minutes montre en main, je pense. Et ça peut vous permettre de, pourquoi pas, décrocher le job de vos rêves. Enfin, je pense que la personnalisation, c'est d'autant plus important, surtout quand on veut absolument aller dans cette entreprise-là. Franchement, la personnalisation, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et là, je me demandais même, Audrey, est-ce que les logos avec le nom, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre en haut à droite, du coup? Parce qu'il y a un petit blanc pour encore plus... Les logos avec le nom. Ah, les tu parles de logos Agori et Orange? orange, ouais, de les mettre en haut à Ah, droite. ça fait pas partie du CV. En fait, j'avais mis ça à côté du CV. Oui, oui, je sais bien, mais du coup, est-ce que potentiellement, ça pourrait être aussi... je ne sais pas si tu l'as déjà vu passer, ça, de faire un CV avec le nom de l'entreprise et le logo, du coup, pour... Eh ben, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Là, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. C'est vrai que après, il faut avoir la place quand même. En tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, on l'avait dit la dernière fois, bon, c'est à prendre avec des pincettes quand même. Et moi, récemment, j'ai eu un CV à faire et il fallait que je mette plus d'infos que le CV classique. Donc, j'ai fait un CV sous forme d'infographie. Alors, pas dans le fond ni la forme, mais plutôt dans le format. Le format, c'est-à-dire que j'ai allongé un petit peu, j'ai triché. C'est toujours sur une page, puisque c'est un petit peu en infographie. Pas aller trop loin non plus, mais ça peut aider à tricher quand on manque un peu de place.
Hop. Quel est le nom de l'application? Justement, On y vient. On y vient. ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas comme ça. Donc voilà, donc nous, l'outil qu'on préconise, c'est Canva, donc Canva, ça dépend comment vous le prononcez. Donc c'est totalement gratuit et vous avez vraiment, je ne sais pas, peut-être des dizaines, voire des centaines de modèles. Donc là, vous en avez à l'écran, ça va défiler. En fait, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Normalement, vous allez forcément trouver un CV qui vous plaît. L'important, c'est aussi que ça corresponde à votre personnalité et à ce que vous aimez. Voilà. Et puis après, sachant que vraiment tout est personnalisable. Donc là, vous voyez, faut pas, par exemple, s'arrêter aux couleurs. Autant la mise en forme, enfin, la disposition des éléments, etc. Peut-être que ça, c'est un élément à prendre en compte aussi. Notamment, ça va permettre d'être plus rapide si vous aimez déjà comment c'est prédisposé. Mais au niveau des couleurs, il ne faut vraiment pas se formaliser parce que en un clic, vous cliquez sur la forme et puis vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Ce qui est bien aussi avec Canva, du coup, je reviens sur les couleurs, c'est que tu sais, Audrey, quand on insère, si vous faites par exemple une capture d'écran ou que vous arrivez à retrouver le logo en format image, si vous l'insérez en fait dans le CV, Canva va vous proposer automatiquement exactement les couleurs, les bonnes couleurs avec le bon code couleur pour potentiellement du coup changer la couleur de certaines formes, etc. Donc, ça vous permet de ne pas tâtonner à chercher quel est le bon orange, par exemple. En fait, il va vous proposer automatiquement, comment dire, en suggestion, cette couleur-là, en fait, pour modifier votre CV. Donc, bon, il n'y a pas de doute que vous allez trouver votre bonheur dessus. Et puis, comme vous voyez les CV qui s'affichent à l'écran, ça a quand même plus de gueule qu'un CV sur Word. Donc, avec ça, je pense que vous êtes sûr d'attirer l'œil du recruteur. Je ne sais pas si toi, Audrey, tu as quand même plus de CV sur Word. Est-ce que tu commences à avoir des CV sur Canva? Je vois parfois passer des CV Canva. Alors désolé, moi je dis Canva, mais du coup il y a les deux écoles. Je sais pas ce qui est la bonne prononciation. Je suis habituée. Oui, j'en vois passer, mais c'est vrai que je vois aussi beaucoup passer de CV Word. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser, on a tous un petit peu tapé sur la table en étant sur Word et puis en voyant nos éléments partir partout. Ça arrive pas sur Canva. Vraiment, on peut déplacer les éléments comme on veut. C'est très simple d'utilisation et surtout, c'est gratuit. Enfin, il y a Ouais. une version pro, mais vous en aurez pas besoin pour votre CV. Donc, et le côté couleur aussi, le fait de télécharger les logos et que ça mette les couleurs tout seul, c'est assez pratique quand même. T'as raison, c'est un vrai plus. Donc, quand on utilise Canva, on peut très facilement dupliquer un CV, changer la couleur, ça vous prend vraiment 2 minutes et vous pouvez envoyer une dizaine de candidatures très rapidement en les ayant personnalisées. C'est ça. Et puis, ouais, du coup, c'est vraiment simple d'utilisation. Après, peut-être que pour une première prise en main, le temps que vous fassiez à l'outil, etc., et que vous découvriez comment changer les couleurs, c'est très intuitif, hein, mais Oui. forcément, la première fois qu'on y va, on tâtonne un peu plus, mais vraiment, c'est ultra simple et je trouve que c'est même plus intuitif que, comme tu dis, Word, PowerPoint, etc. Tu peux vraiment changer les images comme tu veux. Tu peux tout déplacer, changer les polices, mettre en gras, mettre en couleur. Enfin, c'est vraiment un outil qui est très complet. Et puis, donc, voilà, comme le dit Audrey, donc, qui représente un peu les recruteurs ce soir, elle envoie passer au final très peu. Donc, rien que déjà avoir un CV sous cette forme, même sans aller jusqu'à l'étape de personnalisation des couleurs, etc., des valeurs, nous, c'est ce qu'on vous recommande, mais même sans aller jusque-là dans la personnalisation, rien que le fait d'avoir un CV qui vient, par exemple, de ce site, ça va déjà vous permettre de vous démarquer. Donc franchement, n'hésitez pas, même dès ce soir, à aller checker un peu ce que vous pouvez retrouver sur ce site. Et puis, j'ai pas de doute que vous trouverez votre bonheur parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a des centaines de CV. Hein. Oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de CV. Donc, vous trouverez certainement votre bonheur. Et n'oubliez pas de les télécharger en PDF quand vous les avez finis, bien sûr, C'est ça. et pas dans un autre format. Vous avez le choix entre, du coup, il y a les formats PDF, JPEG, etc. Donc, et donc, il y a PDF. Donc voilà, c'est même limite plus simple qu'un Word. Donc là, on voit passer à l'écran des CV et qui défilent assez vite. Et donc là, l'idée, c'était de vous mettre justement dans la peau d'un recruteur. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le recruteur, désolé pour les alertes Windows, le recruteur, il a
il a très peu de temps en fait et il reçoit énormément de CV. Tiens, d'ailleurs, c'est un CV qui était sur 2 pages. Donc là, c'est pour vous mettre en fait dans la peau d'un recruteur à quelle vitesse ça défile et vous voyez qu'en fait, les noms, c'est vraiment pas ce qu'il faut mettre en évidence. Il faut qu'on sache directement dans quoi vous recherchez ou quand est-ce que vous êtes disponible, etc. Donc là, c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte parce que je pense que très peu de gens justement se mettre à la place du recruteur et je pense que c'est aussi un critère qui fait que vous pouvez décrocher du coup un job, un stage, une alternance, etc. C'est vraiment on a insisté un peu dessus tout au long du webinaire, mais vraiment de faciliter aussi le travail du recruteur et ça peut vous apporter que du positif en retour. Clairement. Bon, je crois qu'on a un peu dépassé l'horaire qui était prévu, mais on a essayé d'un peu encore plus creuser que la dernière fois pour vous apporter toutes les réponses. Maintenant, on est à l'écoute de vos questions, de vos retours, remarques. N'hésitez pas à nous poser des questions, du coup, si vous en avez. Puis sinon, faites-nous un retour. On est disponible aussi sur les réseaux, bon, principalement sur LinkedIn pour ma part, si vous avez des questions. Mais du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions post-webinaire. De toute façon, je pense que tu remettras nos informations de contact dans le mail pour recevoir le replay et puis la présentation. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez appliqué nos conseils et puis si vous avez réussi à décrocher au moins des entretiens. Après, on ne peut pas vous garantir forcément que vous serez pris, mais déjà, décrocher des entretiens, c'est déjà un premier pas vers l'obtention de ce que vous recherchez, parce que si vous n'avez pas d'entretien, a priori, vous êtes sûr à 100% de ne pas avoir le job. Par contre, si vous avez un entretien, là, il y a plus de chances. Donc, franchement, ça peut paraître un peu de l'investissement, etc. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, mais en fait, c'est si vous voulez avoir un bon stage, une bonne alternance, un bon job, en fait, faut aussi un peu de l'investissement en amont, comme dans tout. Et donc, ça vous prend un peu de temps pour faire votre premier CV, mais après, comme on vous a dit, en 2 clics, après, il vous suffit de changer la couleur, je vais mettre les valeurs, et puis c'est parti. Donc, et puis après, c'est vrai, pour vous lancer, lancez-vous sur 4 entreprises. Vous avez l'habitude d'envoyer des centaines de CV et de ne pas avoir de réponse. Peut-être qu'en fait, il faut changer de méthode et tester sur 4 entreprises que vous avez vraiment envie d'intégrer, de personnaliser à fond et de voir ce qui se passe. Yes. Il y a Idalza qui nous remercie. Oui, merci, Idalza. J'espère que ça pourra t'aider. Puis n'hésite pas à nous redire du coup sur les réseaux si tu as réussi à décrocher des entretiens et si ça t'a aidé. Pareil pour Anizwara. Merci. Et puis si vous aussi, vous avez des conseils à donner en plus de ce qu'on a dit ou des choses que vous avez testées qui ont marché, partagez-les nous. Ce sera avec plaisir. C'est vrai que ce qui est compliqué avec les CV, c'est qu'on a aussi beaucoup de personnes qui ont des avis différents. Du coup, des fois, on ne sait pas forcément comment se positionner. Après, là, Audrey, du coup, elle est dans le domaine du recrutement quand même. Et puis moi, c'est pareil, je reçois pas mal de CV via mon compte LinkedIn. Donc, on a essayé de rendre ça le plus pratique possible pour que vous vous rendiez compte, en fait, des candidatures que nous, on peut recevoir et de ce qu'on trouve qui est bien et de ce qu'on trouve qui est un peu moins bien. Le but, c'est vraiment que vous ayez un CV qui soit le meilleur possible et puis que ça puisse vous servir par la suite. Et donc, Philippe, oui, vous aurez les slides et le replay, vous aurez les deux par mail. Voilà, alors, je ne sais pas si ça sera ce soir ou demain, mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Et puis comme ça, vous pourrez faire un super CV. Du coup, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un entretien et je pense que je me suis pas bien pris. D'accord. Alors, Yann, est-ce que tu veux nous dire quel était le problème selon toi? Ou, de toute façon, je pense qu'on fera peut-être aussi d'autres webinaires parce que là, du coup, on est sur le commencement, on va dire le tout début quand on envoie le CV, mais après, c'est vrai qu'il y a toute la suite, passer l'entretien notamment, etc., pour savoir se vendre. Donc, ça pourra faire aussi l'objet d'un futur webinaire.
Bah, c'est bon à savoir. Oui, je pense que c'est une bonne idée, Julie. Il faudra qu'on Mm. discute de ça. On a plein de thèmes en tête. Du coup, on Oui. va peut-être potentiellement sur Mm. LinkedIn, potentiellement sur ça. Donc, Bah, et puis c'est vrai qu'on partage quand même souvent des contenus, que ce soit toi, Julie, avec le blog des étudiants en compta, nous sur Lama Compta et sur Agent Lama, qui est notre blog aussi. On partage beaucoup de contenus sur ces sujets. Moi, j'avais fait par exemple des modèles de CV Canva, mais adaptés à l'expertise comptable. Toi, Julie, tu postes quand même pas mal de choses aussi pour les étudiants. ouais, je pense Et que je ferai une série du coup un peu aussi orientation, comment décrocher un stage, un job, etc. Mais du coup, peut-être qu'on Mm. pourra mettre le lien notamment du blog Oui, de Lama Compta, Agent Lama, aussi dans le mail pour que vous ayez accès à ça. Et puis du coup, potentiellement que vous ayez déjà des modèles préfaits, même si je pense que ce qui est bien, c'est quand même que vous choisissiez vous-même dans la bibliothèque de Canva, comme on vous dit, il y en a plein, et comme il y a clairement le choix. que ça soit un CV qui corresponde aussi à votre personnalité. Et c'est ça le but, c'est pas non plus de prendre que tout le monde ait le même CV. Du coup, justement, le fait de personnaliser, c'est de se démarquer. Donc, je crois qu'Audrey, on avait mis peut-être 3-4 sur Oui, c'est ça. Moi, c'était vraiment juste des exemples pour que vous puissiez vous projeter. Après, je vous invite à pas prendre les mêmes, évidemment, et à prendre ceux qui vous parlent le plus. Comme tu dis, Julie, il y a quand même de quoi faire. Donc, je pense que vous allez bien vous amuser. Et bah, s'il n'y a pas plus de questions, on va, on va clore le webinaire. On reste à votre disposition sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre ou à nous ajouter. Ah, je vois une Oui. question. Ok, merci beaucoup. En fait, c'était mon tout premier. Ah oui, d'accord, c'était par rapport à la réponse. Et on m'a posé une question. Présentez-vous. Je pense que je n'ai pas su me valoriser car je pensais que l'entretien allait être technique. Je vais aussi refaire mon CV pour d'autres cabinets. Ah oui, en effet, c'est vrai que le côté pitch, ce serait intéressant aussi d'en parler dans un futur webinaire. Comment pitcher, comment se pitcher soi-même, se présenter. C'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance et en effet, on pourra en parler sur un prochain webinaire, je pense. Et puis du coup, on pourra peut-être dresser un peu une liste des questions. Du coup, présentez-vous, c'est quand même une question ultra classique, donc il faut bien avoir en tête et il faut s'être préparé avant à ce qu'on va dire, parce que sinon on peut être un peu pris de court. Des fois, on nous demande présentez-vous, bah en fait, on ne sait même pas par où commencer, on cherche un peu nos mots, donc le but c'est quand même un entretien, ça se prépare quand même, je pense, donc on pourra faire aussi éventuellement une liste des questions qui sont souvent posées, à savoir que des fois, il y a des questions un peu détournées, donc notamment pour les qualités-défauts dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'il y a des moyens, enfin des autres formulations ils disent pas clairement que c'est qualité-défaut, mais c'est ça l'idée, donc c'est quand même des questions qui reviennent vraiment souvent, et même quand c'est pour des postes techniques, la personnalité, ça, c'est quand même à prendre en compte, donc c'est C'est ça, important de savoir se vendre. Ok, c'est ça, bah, je bien pense préparé. qu'on a fini, on n'a pas de questions. Tout était clair alors, c'est pour ça. Je, je pense que tout est bon. Je vois que quelqu'un est encore en train d'écrire. Bonne Bonne soirée. soirée. Bah, merci. Ah, bonne soirée à tous et j'espère à bientôt pour un prochain webinaire ou sur les réseaux. Yes. Bonne soirée.